Le 18 avril 1943, l'aube se lève sur les îles Salomon. Le Pacifique brille d'un calme trompeur, mais dans 17 minutes, la marine impériale japonaise va subir une perte irréparable. Une tragédie qui marquera à jamais l'histoire de la guerre du Pacifique. 6 pilotes d'élite, les meilleurs des meilleurs, triés sur le volet pour une mission d'honneur, s'apprêtent sans le savoir à vivre l'échec le plus humiliant de leur carrière, et l'un des plus retentissants de toute l'aéronavale japonaise. Car ce qui allait se jouer n'était pas une simple embuscade. C'était une question de survie pour un homme dont le destin pesait plus lourd que n'importe quelle île, que n'importe quelle flotte, que n'importe quelle bataille. Et aujourd'hui encore, plus de 80 ans plus tard, une seule question continue de hanter les historiens. Comment 6 des meilleurs pilotes japonais, aux commandes des légendaires Zero, ont-ils pu échouer à protéger l'homme le plus précieux du Japon impérial? Comment 6 des meilleurs pilotes de Zero, triés sur le volet et disposés en formation défensive parfaite, ont-ils pu laisser passer 2 bombardiers américains en plein jour? Ce n'était pas seulement un revers tactique. C'était la collision fatale entre les limites de la technologie japonaise, des calculs stratégiques erronés et des hypothèses trop confiantes. Une combinaison qui allait sceller non seulement la perte de l'escadrille, mais aussi précipiter la chute du plus brillant stratège naval du Japon impérial. Aujourd'hui, nous décortiquons chaque élément de cet échec, des spécifications techniques de l'appareil concerné aux décisions prises en une fraction de seconde qui ont scellé le sort de l'amiral Yamamoto. Si les livres d'histoire présentent la mort de l'amiral Isoroku Yamamoto comme un triomphe du renseignement et de la planification américain, rares sont ceux qui examinent le point de vue japonais avec l'attention qu'il mérite. Les 6 pilotes de Zero qui volèrent ce jour-là furent relégués au second plan, escortes anonymes ayant tout simplement échoué. Mais ce n'étaient pas des pilotes ordinaires. C'étaient des vétérans du 204e groupe aéronaval, des hommes qui avaient survécu au massacre de Guadalcanal, qui avaient affronté des chasseurs américains des dizaines de fois et qui avaient survécu pour en témoigner. Leur échec ne résultait ni de l'incompétence ni de la lâcheté, mais de problèmes systémiques qui minaient la doctrine de chasse de la marine impériale japonaise, problèmes qui n'allaient apparaître qu'au cœur de cette matinée d'avril. La question centrale à laquelle nous devons répondre n'est pas simplement de savoir ce qui s'est passé, mais pourquoi cela a-t-il pu se produire? Pourquoi le principal avion de chasse japonais, le Mitsubishi A6M30, piloté par certains des aviateurs les plus expérimentés de la marine, s'est-il révélé incapable d'exécuter ce qui aurait dû être une mission de protection de routine? La réponse réside dans un réseau complexe de limitations techniques, de failles doctrinales et d'une incompréhension fondamentale de l'évolution de la guerre aérienne en 1943. La mission eut lieu 2 jours seulement après la fin de l'opération Wango, la dernière offensive majeure de Yamamoto, alors que l'amiral volait féliciter les unités participantes. À l'aérodrome de Lacune à Rabaul, le matin du 17 avril 1943, une tension inhabituelle régnait dans la salle d'attente du 204e groupe aéronaval. 6 pilotes furent convoqués pour un briefing spécial, qui démarqua d'emblée cette mission des interminables patrouilles et décollages qui avaient caractérisé leur guerre jusqu'alors. Les hommes sélectionnés représentent des aviateurs navals expérimentés. Le lieutenant Takeshi Morisaki, chef de section avec plus de 2 ans d'expérience au combat, et le sous-officier Shuashi Sugita, déjà un nain avec une trentaine de victoires à son actif. Le premier maître Yoshimi Hidaka, un nain aux 20 victoires dont l'acuité tactique lui a permis de survivre aux batailles aériennes les plus sanglantes au-dessus de Guadalcanal. Le premier maître Kenji Yanagiya, à qui l'on doit 8 victoires et qui est réputé pour son tir exceptionnel. Le premier maître Toyomitsu Tsujinu, un vétéran solide au sang-froid d'acier, et le deuxième maître Yasushi Okazaki, plus jeune que les autres mais déjà éprouvé au combat. Le commandant Tadashi Nakajima, du 204e groupe aérien, donne personnellement le briefing. Demain, ces 6 pilotes auront l'insigne honneur d'escorter l'amiral Yamamoto en personne lors d'une tournée d'inspection à Bougainville. La gravité de cette mission est indéniable. Yamamoto n'est pas seulement un commandant de flotte, il est l'architecte de la stratégie navale japonaise, le cerveau de Pearl Harbor, et peut-être le seul dirigeant japonais à véritablement comprendre les capacités et les limites du Japon dans cette guerre contre la puissance industrielle américaine. Les pilotes comprennent immédiatement qu'il ne s'agit pas d'une simple mission, mais d'une mission sacrée. L'amiral se rend sur les bases de Balal et de Buin pour féliciter les pilotes qui viennent de terminer l'opération Mingo. Ce que les pilotes japonais préparant leurs avions à Rabaul ignorent, c'est qu'à 2600 km de là, à Pearl Harbor, les cryptanalystes américains viennent de réaliser l'un des exploits de renseignement de la guerre. Le 14 avril,
Plusieurs stations d'interception radio américaines ont détecté un message naval japonais désigné NTF 131755, codé selon le code JN25D, que les décrypteurs américains déchiffraient sans cesse depuis la mi-chemin. Ce message, adressé au commandant de l'unité de base N degrés. Les documents numéro 1, 11e et 26e flottilles aériennes, contiennent un élément inédit, l'itinéraire détaillé de la prochaine tournée d'inspection de l'amiral Yamamoto, avec les heures de départ et d'arrivée, ainsi que l'itinéraire exact. À l'unité radio de la flotte du Pacifique, le décryptage révèle l'emploi du temps de Yamamoto avec une précision méticuleuse. Départ de Rabaul à 6 heures. Arrivée à l'aérodrome de Ballal Island à 8 heures. Arrivée à Shortland Island par sous-marin à 8h40. Arrivée à Shortland à 9h40. Déjeuner avec les officiers supérieurs. Départ de Shortland à 14h. Retour à Rabaul vers 15h40. Les officiers de renseignement américains peinent à croire à leur chance. Les Japonais, avec leur obsession pour la planification détaillée et la ponctualité, ont involontairement fourni le plan parfait pour un assassinat. L'amiral Chester Nimitz lui-même doit approuver la suite des événements, et après consultation de Washington, la décision est prise. Yamamoto doit être éliminé. À Henderson Field, sur l'île de Guadalcanal, la planification de l'opération Vengeance débute par une réalité mathématique qui donne à réfléchir. La distance entre Guadalcanal et le point d'interception près de Bougainville est de 680 km, soit la limite absolue de la portée du P-38 Lightning, et ne peut être atteinte qu'avec des réservoirs auxiliaires et une navigation parfaite. Le major John Mitchell, commandant du 339e escadron de chasse, travaille toute la nuit du 17 avril avec son état-major opérationnel, calculant la consommation de carburant, la vitesse du vent et le timing précis nécessaire pour intercepter l'avion de Yamamoto, au seul point où il sera à portée et à basse altitude. Le plan qui en ressort est d'une précision audacieuse. 18 P-38 sont affectés à la mission, mais seuls 16 d'entre eux voleront effectivement après que 2 appareils ont rencontré des problèmes mécaniques au démarrage. Ces 16 P-38 suivront une route soigneusement calculée qui les maintiendra hors de portée des radars et des observateurs côtiers japonais, en maintenant un silence radio complet et en volant à la hauteur des vagues pour éviter toute détection. La trajectoire de vol comprend 5 étapes, chacune minutée avec précision. Tout écart, panne mécanique ou erreur de navigation entraînera l'échec de la mission. L'interception est calculée pour 0-9-35 heures, ce qui donne aux Américains exactement 15 minutes de combat avant que des problèmes de carburant ne les obligent à rentrer. Les 6 pilotes de 0 préparant leur chasseur à 6M3 modèle 22 à Rabaul représentent l'évolution du plus célèbre avion de chasse japonais. Mais en avril 1943, cette évolution est devenue un handicap. Le 0 qui stupéfia le monde en 1940 était révolutionnaire. Synthèse parfaite de portée, de maniabilité et de puissance de feu, obtenue grâce à une réduction radicale du poids. Chaque composant fut examiné minutieusement pour déceler tout excès de poids. L'avion ne comportait aucune protection blindée pour le pilote, aucun réservoir de carburant auto-obturant et sa structure respectait les exigences de résistance minimale. Il en résultait un chasseur capable de surpasser tout ce qui se trouvait dans le ciel, avec un rayon d'action apparemment impossible pour un chasseur embarqué. Mais en 1943, la philosophie de conception du 0 devint son talon d'Achille. La variante à 6M3 pilotée par ses pilotes a tenté de corriger certaines faiblesses. Un moteur Sakai 21 plus puissant, développant 1130 chevaux, a amélioré les performances à haute altitude et a légèrement amélioré la vitesse de piqué. Mais les vulnérabilités fondamentales demeurent. Le 0 est toujours dépourvu de blindage pour le pilote, transporte toujours du carburant dans des réservoirs non protégés qui le transforment en torche volante en cas d'impact. Plus important encore pour la mission à venir, n'a toujours pas la vitesse nécessaire pour rattraper ou échapper à la nouvelle génération de chasseurs américains. Elle a 6M3 modèle 22 atteint une vitesse maximale de 623 km/h à 6000 mètres. Le P-38 Lightning qui les attaquera demain peut atteindre 664 km/h à 7600 mètres, le distancer en piqué sans risque de rupture structurelle et possède une puissance de feu suffisante pour détruire un 0 d'une seule rafale. La formation défensive que les Japonais emploieront demain reflète la doctrine développée en Chine contre une opposition inférieure, et non la réalité de 1943. La position défensive standard place les chasseurs au-dessus et derrière les bombardiers qu'ils protègent, idéal pour piquer sur les attaquants approchant par le haut, le profil d'attaque classique des chasseurs. Mais cette formation présente un angle mort fatal.
Elle ne peut assurer une protection adéquate contre les attaquants venant d'en bas et de l'arrière, exactement comme l'approche prévue par les Américains. Les pilotes du Zéro se positionneront à environ 6500 pieds d'altitude, soit environ 1500 pieds au-dessus des deux bombardiers Mitsubishi G4M Betty du 705e groupe aérien, le bombardier numéro 323 transportant l'amiral Yamamoto et le bombardier numéro 326 transportant le vice-amiral Mato Mugaki et d'autres officiers d'état-major. Scrutant le ciel à la recherche de menaces qu'ils anticipent venir d'en haut, tandis que la mort approche d'en bas. Alors que la formation japonaise approche de Bougainville à 9h30, les 6 pilotes du Zéro maintiennent une surveillance vigilante du ciel au-dessus et devant. C'est de là que surgissent toujours les menaces. Plongeant au soleil, profitant de l'altitude pour gagner en vitesse et en puissance en vue d'une attaque unique et percutante. Le lieutenant Morisaki, à la tête de l'escorte, positionne ces deux sections parfaitement conformément à la doctrine, maintenant un espacement permettant un soutien mutuel tout en couvrant la plus grande zone de ciel possible. Il survole maintenant la jungle de Bougainville, l'aérodrome de Balal étant visible au loin, à environ 5 minutes de l'atterrissage. La partie la plus dangereuse du voyage touche à sa fin, mais la menace ne vient pas de là où il l'attendait. À 9h34, l'escadrille de couverture de Mitchell repère la formation japonaise exactement là où elle était prévue, 2 bombardiers et 6 chasseurs en formation parfaite, ignorant totalement les 16 P-38 qui approchent du sud à hauteur de la cime des arbres. Mitchell active sa radio pour la première transmission depuis plus de 2 heures. Beaujais, 11h du matin. Le capitaine Thomas Landfear, à la tête de l'escadrille meurtrière, n'en croit pas ses yeux. Les Japonais sont exactement à l'heure, exactement là où on les attendait, et complètement inconscients du danger qui les guette. Les P-38 larguent leur réservoir et lancent l'attaque. La suite des événements se déroule à une telle vitesse que les participants en débattront pendant des décennies. L'escorte Zéro, scrutant le ciel et l'horizon océanique, ne repère les P-38 vert olive qui montent d'en bas que lorsqu'ils sont déjà à portée de tir. Les chasseurs américains, peints en olive foncé et gris, se fondent parfaitement dans la jungle, un camouflage spécialement développé pour le Pacifique Sud-Ouest et redoutablement efficace. Au moment où le sous-officier Yanagiya, posté à l'extrême droite de la formation, repère les P-38 en approche et lance un avertissement, le lieutenant Rex Barbé est déjà à moins de 50 mètres du bombardier de Yamamoto, le doigt sur la détente. L'attaque de Barbé est d'une perfection exemplaire. S'approchant depuis la position 7 heures du bombardier, en dessous et derrière l'endroit où le mitrailleur de queue ne peut enfoncer suffisamment son arme pour engager le combat, il ouvre le feu avec toutes ses mitrailleuses de calibre 4,50 et son canon de 20 mm. La puissance de feu concentrée s'abat sur le moteur droit, l'emplanture de l'aile droite et le fuselage du Betty. Dans son rapport d'après-action, Barbé décrira avoir vu le moteur droit du bombardier se mettre à cracher de la fumée noire et des vapeurs blanches, de l'huile et du carburant, tandis que ses obus touchaient leur cible. Il continue de tirer en se rapprochant, visant le moteur gauche, voyant des morceaux de la coque de l'appareil se décoller sous l'impact de ses obus. À l'intérieur du fuselage, une balle de calibre 1,50, parmi les centaines tirées, traverse la fine coque en aluminium et atteint l'amiral Yamamoto à l'épaule gauche, lui traversant le corps et ressortant sous son œil droit, le tuant sur le coup. Les pilotes du Zéro réagissent avec la rapidité de vétérans de combat, mais il est déjà trop tard. Le lieutenant Morisaki fait basculer son chasseur sur le dos et franchit un S fendu, piquant sur les P-38, suivi de ses ailiers. Mais ceux-ci partent à 450 mètres au-dessus et derrière le combat, une géométrie qui rend toute intervention impossible. La simple physique de l'accélération et de la distance fait que même en piquant à plein régime, poussant leur Zéro à leurs limites structurelles, ils ne peuvent atteindre les Américains avant que les dégâts mortels ne soient causés. Le premier maître Hidaka, menant la section droite, vire brusquement vers le P-38 de Barbé, mais l'Américain s'éloigne déjà du bombardier mortellement blessé, profitant de la vitesse supérieure du Lightning pour s'échapper avant que les Zéros ne puissent déployer leurs armes. Le bombardier de Yamamoto, mortellement blessé, pique du nez vers la jungle, son moteur droit en flammes. Le pilote, l'adjudant Takeo Kotani, lutte désespérément pour garder le contrôle, mais avec un moteur détruit et les gouvernes endommagées, l'appareil est condamné. Le Betty s'écrase dans la canopée de la jungle à 9h38, 4 minutes seulement après la première observation de chasseurs américains. Le deuxième bombardier, transportant le vice-amiral Ugaki, tente de fuir vers l'océan, mais est rattrapé par le lieutenant Besby Holmes, qui l'endommage gravement. Cet appareil s'écrase également, mais Ugaki survit miraculeusement, sorti de l'épave avec de graves blessures.
Seul le sous-officier de première classe Kenji Yanagiya parvient à riposter. Alors que les P-38 se désengagent et virent vers le sud en direction de Guadalcanal, il aperçoit un Lightning qui peine à suivre les autres, laissant échapper de la fumée d'un moteur. Il s'agit de l'appareil du lieutenant Raymond Ince, endommagé soit par les tirs défensifs des bombardiers, soit lors des combats. Yanagiya poursuit le Lightning blessé, se rapprochant à portée de tir et tirant des rafales répétées de son canon de 20 mm. Il observe des impacts sur l'aile et le fuselage du P-38, voit du carburant s'échapper des réservoirs perforés, mais le robuste chasseur américain poursuit son vol, son moteur survivant le tirant vers son point de départ. La poursuite dure plusieurs minutes avant que Yanagiya ne doive s'interrompre. Il est maintenant loin de Bougainville, à court de munitions, et d'autres P-38 pourraient faire demi-tour pour protéger leurs camarades endommagés. Il retourne vers l'aérodrome de Belal, où les 5 autres pilotes du Zéro ont déjà atterri, leurs appareils intacts, mais leur mission est un échec catastrophique. Le P-38 de Ince n'atteindra jamais Guadalcanal. Il disparaît au-dessus de l'océan, seule perte américaine de la mission. Mais cette seule victoire ne saurait modifier la réalité fondamentale. Le chef le plus important de la marine impériale japonaise est mort, tué sous la protection de 6 pilotes de chasse expérimentés du 204e groupe aérien. L'échec de l'escorte Zéro, le 18 avril 1943, ne peut être compris sans examiner le décalage technologique fondamental qui s'était développé à ce stade de la guerre du Pacifique. La 6M0, révolutionnaire en 1940, était en 1943 en sursis face à des avions américains de plus en plus performants. La philosophie de conception qui avait fait la supériorité du Zéro au début de la guerre, une réduction radicale du poids pour une autonomie et une maniabilité supérieure, était devenue une faiblesse fatale face à des adversaires qui avaient appris à exploiter ses limites. L'absence de blindage du Zéro signifiait que même des impacts rasants pouvaient tuer ou neutraliser le pilote. L'absence de réservoirs auto-obturants transformait l'avion en bombe incendiaire volante lorsqu'il était touché par des obus incendiaires. Point crucial pour la mission Yamamoto, la vitesse maximale du Zéro, 623 km/h, et ses faibles caractéristiques de vol à haute vitesse l'empêchaient de rattraper ni d'échapper à la nouvelle génération de chasseurs américains. Le P-38 Lightning, avec ses 2 moteurs développant une puissance combinée de 2800 chevaux, contre 1130 chevaux pour le Zéro, pouvait dicter les conditions de tout engagement, choisissant à volonté le moment d'attaquer et de se désengager. La formation défensive employée par l'escorte Zéro reflétait les tactiques développées à la fin des années 1930 contre les adversaires chinois pilotant des avions obsolètes. Le positionnement des chasseurs au-dessus et derrière les bombardiers qu'ils protégeaient était parfaitement logique lorsque la principale menace résidait dans les autres chasseurs piqués d'altitude pour attaquer. Cette formation permettait aux escorteurs de conserver l'avantage énergétique tout en gardant le contact visuel avec leur cible. Mais en 1943, les tactiques américaines avaient bien évolué, dépassant largement les simples attaques en piqué des premiers mois de la guerre. L'adoption par les Américains de la technique du « boom and zoom », qui consiste à utiliser leur vitesse supérieure pour effectuer des passes rapides uniques plutôt que des combats aériens tournants, rendit obsolètes les formations défensives japonaises traditionnelles. Les P-38 attaquants par en dessous pouvaient utiliser leur avantage de vitesse pour frapper avant que les Zéros ne puissent réagir, puis s'échapper avant que les chasseurs japonais ne puissent exploiter leur manœuvrabilité supérieure. Les Japonais ne disposaient d'aucune contre-attaque efficace contre le Zéro, car l'avion manquait tout simplement de vitesse pour poursuivre ou échapper aux attaques éclairs. L'échec le plus dommageable résidait peut-être dans l'ignorance totale du fait que les forces américaines avaient déchiffré les codes navals japonais. L'itinéraire détaillé diffusé 4 jours avant le vol de Yamamoto aurait tout aussi bien pu être transmis directement au quartier général de l'amiral Nimitz. La confiance japonaise dans la sécurité de leur code était si absolue qu'ils n'ont jamais envisagé la possibilité que les Américains puissent lire leurs communications les plus secrètes. Cet excès de confiance s'est également étendu à la planification du vol de Yamamoto. Aucune mesure de diversion, aucun changement d'itinéraire de dernière minute, aucune précaution de sécurité supplémentaire n'a été prise, malgré le survol en zone de guerre du plus important dirigeant de la marine, 2 jours seulement après la fin de l'opération Ego. Les 6 pilotes du Zéro atterrissent à l'aérodrome de Balal dans un silence stupéfait. Aucun blâme n'est immédiatement porté, aucune accusation de lâcheté ou d'incompétence. Chacun comprend qu'ils ont été confrontés à une embuscade préparée avec des renseignements qu'ils n'auraient pu anticiper. Mais le poids de l'échec est écrasant. Ils avaient été choisis pour le plus grand honneur imaginable, celui de protéger l'amiral Yamamoto, et ils ont échoué.
Dans la hiérarchie rigide de la culture militaire japonaise, où la responsabilité et la honte sont collectives plutôt qu'individuelles, les 6 pilotes comprennent que leur vie est désormais définie par cet unique échec catastrophique. À Rabaul, la nouvelle de la mort de Yamamoto se répandit dans les groupes aéronavals comme un choc. L'amiral était plus qu'un commandant. Il était l'incarnation de la puissance navale japonaise, le seul dirigeant à comprendre véritablement le potentiel et les limites du Japon. Sa mort représente non seulement une perte tactique, mais aussi une catastrophe psychologique. Le moral, déjà mis à mal par des mois d'usure aux îles Salomon, s'effondre davantage. Le haut commandement japonais classe immédiatement tous les détails de la mort de Yamamoto top secret. Lorsque le public japonais fut enfin informé, le 21 mai 1943, on lui apprit seulement que l'amiral était mort alors qu'il dirigeait les opérations au front. Le 5 juin 1943, le Japon organisa des funérailles nationales pour l'amiral Yamamoto, un hommage réservé aux plus grands héros du pays. L'empereur en personne assista à la cérémonie à Tokyo, et la nation entière observa une minute de silence. Pour les 6 pilotes de Zero à Rabaul, les funérailles représentent une reconnaissance officielle de leur échec. 2 jours après les funérailles, le 7 juin, les Japonais lancent une offensive aérienne massive contre les positions américaines aux Salomon, ciblant spécifiquement les îles Russell. La mission mobilise 81 Zero, dont 12 transportent des bombes incendiaires, les autres assurant l'escorte depuis le 204e groupe aérien. Lors de ce raid du 7 juin, 2 pilotes d'escorte Yamamoto périssent. Le premier maître Yoshimi Hidaka est abattu et tué au cours de la bataille de 90 minutes qui voit la perte de 23 à 24 avions japonais contre une cinquantaine de chasseurs alliés. Le second maître Yasushi Okazaki périt également lors du même engagement. Les 2 pilotes pilotaient des Zéros armés de bombes incendiaires sous leurs ailes, poursuivant leurs attaques malgré un tir antiaérien intense. Leur mort marqua le début d'une habitude, les escortes Yamamoto cherchèrent la rédemption par le combat. Lors de ce même raid du 7 juin, la guerre du sous-officier de première classe Kenji Yanagiya prit une tournure différente. Après avoir terminé son bombardement sur l'île Russell, 2 F-4F Wildcat attrapent son Zero en virage ascendant. Malgré des manœuvres d'évitement désespérées, des obus américains de calibre .50 s'écrasent dans son cockpit. Une balle atteint sa main droite alors qu'il saisit le manche, le détruisant presque entièrement. Seul son petit doigt reste attaché. Une autre balle lui transperce la jambe droite, sectionnant des artères et emplissant sa botte de vol de sang. Tant bien que mal, Yanagiya parvient à garder conscience et le contrôle de son avion grâce à sa seule main gauche. Luttant contre le choc et la perte de sang, criant sans cesse pour rester éveillé, il parvient à faire voler son Zéro endommagé jusqu'à la base japonaise de Minda. Incapable de sortir son train d'atterrissage malgré sa main droite détruite, il atterrit sur le ventre sur la piste de corail. Les marines japonais le sortent du cockpit, plus mort que vif, et lui amputent aussitôt ce qui lui reste de la main droite. Contre toute attente, il survit et est évacué vers le Japon, la guerre terminée, mais la vie sauve. Le 16 juin 1943, le lieutenant Takeshi Morisaki, chef d'escorte, est tué lors d'une attaque contre des transports alliés au large de Linga Point, à Guadalcanal. Il meurt aux côtés du lieutenant Zanjiro Miyano, chef d'escadrille, lors d'un autre raid contre des navires américains. La mort de Morisaki, survenue 9 jours seulement après celle d'Hidaka et d'Okazaki, ne laisse que 2 des 6 escorteurs d'origine encore en service. Le 1er juillet 1943, le sous-officier de première classe Toyomitsu Tsujinu disparaît au combat lors d'une mission d'escorte de bombardiers en piqué attaquant le mouillage allié de l'île de Randové. On ne le retrouvera plus jamais, son sort étant inconnu. Après la disparition de Tsujinu, il ne reste plus qu'un seul membre de l'escorte initiale au combat, le sous-officier Shuashi Sugita. Déjà crédité d'une trentaine de victoires à la mort de Yamamoto, Shuashi Sugita choisit une autre interprétation de la rédemption. Plutôt que de rechercher une mort immédiate comme ses camarades, il décide que détruire un avion américain représente une meilleure expiation qu'une seule mort glorieuse. Tout au long de l'été 1943, Sugita continue d'accumuler les victoires dans le ciel des îles Salomon. En août, il porte son total à environ 40 victoires, devenant ainsi la de la campagne des îles Salomon. En août 1943, Sugita frôle la mort pour la première fois lorsque son Zéro est intercepté par des chasseurs américains alors qu'il attaque des bombardiers. Son avion est touché au moteur et prend feu. Dans un acte que la plupart des pilotes japonais considéreraient comme honteux, Sugita saute de son chasseur en flammes et saute en parachute en territoire japonais, gravement brûlé. Après avoir été soigné, il est évacué au Japon pour sa convalescence, mettant ainsi un terme temporaire à sa carrière de combattant.
En mars 1944, après 7 mois de convalescence, Sugita retourne au combat comme sous-officier de 2e classe au sein du 263e groupe aérien AGAM. La guerre du Pacifique a radicalement changé en son absence. Les Américains ont pris les îles Marshall, neutralisé Truk et se préparent à attaquer les Mariannes. En juin 1944, son unité fusionne avec le 201e groupe aérien aux Philippines, réorganisé pour devenir la première unité kamikaze officielle sous le commandement du vice-amiral Takejiro Onishi. Sugita refuse les missions kamikazes et reçoit l'ordre de rentrer au Japon. En juin 1944, Sugita participe à ce que les Américains appelleront le Great Mariana Turkish Shoot, la composante aérienne de la bataille de la mer des Philippines. Le 19 juin, l'aéronavale japonaise lance sa plus grande opération aéronavale depuis Midway. Le résultat est catastrophique. Les chasseurs et les canons antiaériens américains détruisent plus de 300 avions japonais. Sugita survit lorsque son unité, le 263e groupe aérien, est quasiment anéanti. 6 avions tentent de fuir vers Guam, mais sont pris en embuscade par des F-6 FL-4. 5 sont abattus sur le champ. Le Zéro de Sugita, touché à plusieurs reprises et dont l'équipement de navigation a été détruit, parvient tant bien que mal à atteindre une base japonaise sur Rota, seul survivant de son unité. En janvier 1945, désormais officier-chef, Sugita rejoint le 301e escadron de chasse d'élite du 343e groupe aéronaval de la base aérienne de Kanwaya, à Kyushu. À cette date, il totalise 70 victoires officiellement validées. Le 15 avril 1945, presque exactement 2 ans après la mort de Yamamoto, des avions embarqués américains attaquent Kanwaya. Des F-6 FL-4 de l'USS Indépendance et de l'USS Randolph rattrapent le 343e groupe aérien au décollage. Le chasseur Kawanishi N1K2J Shidanke de Sugita est touché juste au moment où il décolle et s'écrase juste après la piste. Il meurt sur le coup à l'âge de 20 ans, ayant survécu plus longtemps que tout autre pilote de combat de l'escorte Yamamoto, sans jamais parvenir à la rédemption qu'il recherchait. Au Japon, Kenji Yanagiya connaît une longue convalescence après ses blessures du 7 juin 1943. L'amputation de sa main droite met fin à toute possibilité de retour au combat. Promu au grade d'adjudant et affecté comme instructeur à l'Académie navale de Kasumigawa.